イラックは正しい。Yo yo yo, bienvenue à vous dans ce 10e épisode de Il a qu'à raison. Déjà 10 épisodes, c'est assez incroyable. J'aimerais vous remercier pour vos messages, votre soutien. Lentement mais sûrement ça grandit, c'est cool. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce que je raconte, ça fait vraiment plaisir. Donc continuez, hein, faites donc, parlez de ça à vos amis, partagez. On est ensemble, c'est un petit mouvement. On parle culture, on est bien, non? Bref. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'univers coloré et innovant d'un artiste que j'apprécie tout particulièrement, à savoir Takashi Murakami. J'aimerais, dans cet épisode, vous parler de la manière dont il a su transformer son art en empire commercial. En gros, le mec avait un talent, il s'en est servi et il s'en sert toujours. Et il a réussi à faire des sommes assez folles et à en vivre et à développer de très beaux projets derrière. Moi j'ai une relation particulière avec lui parce que je l'ai découvert quand je passais mon bac, cet artiste, et j'avais centré mon étude d'art plastique pour l'examen sur son travail. Et après pareil, je suis allé à l'université à Paris 8, ici la famille Saint-Denis, on est ensemble. Et là-bas j'avais fait ma thèse de fin d'année sur le collectif Kakai Kiki de Takashi Murakami ainsi que son œuvre. Et c'est comme ça que j'ai eu ma licence d'art. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Moi, j'aimerais vous parler de Takashi Murakami dans ce nouvel épisode. Parce que c'est selon moi bien plus qu'un simple artiste contemporain. C'est aussi un visionnaire qui a vraiment repoussé les frontières de l'art contemporain en mêlant habilement la culture pop, l'art traditionnel japonais et le business. Parce qu'il est très fort en marketing. Bref, Takashi Murakami, quand l'art devient un business, c'est tout de suite. Générique! Surprise, motherfucker. Je suis une galère. Bref, Takashi Murakami est un artiste japonais, donc né à Tokyo en 1962. Il s'est d'abord formé à la peinture traditionnelle japonaise avant de s'inspirer de l'esthétique du manga et animé pour créer son propre style de dessin, connu aujourd'hui sous le nom de Superflat. Donc il a vraiment son courant à lui et c'est dans les années 90 que Murakami a véritablement émergé sur la scène internationale, en collaborant avec de gros artistes et des marques, mais bon. Pour la petite histoire, Takashi Murakami s'était fait recaler des studios d'animation japonaises. Il voulait faire des animés, des mangas, tout ça, mais il le trouvait pas assez talentueux et du coup il s'est réorienté vers le monde de l'art contemporain. Et ça lui a permis de se faire un nom parce qu'il avait un univers assez coloré, loufoque, très pop culture, très, très frais. Et ça a tapé dans l'œil de pas mal de galeristes. Je sais qu'il a énormément exposé après. Au Japon, il s'est fait un nom. Puis a rencontré Emmanuel Perrotin notamment, qui lui a permis d'exposer en France. Et moi, mes premiers souvenirs de l'œuvre de Murakami en vis-à-vis, c'était vraiment dans la galerie Perrotin à Paris. Et c'est là-bas que j'ai découvert son art. Désolé. Mais le premier point vraiment qui marque la marque de fabrique, voilà, de Takashi Murakami, c'est vraiment l'aspect collaboration. Parce que le type a un style très reconnaissable. Et de là, il a décidé de collaborer avec tout et n'importe quoi. Et je pense que, parlons des collaborations de Takashi Murakami. Donc l'une des caractéristiques les plus marquantes de la carrière de Takashi Murakami, c'est vraiment sa proportion à collaborer avec une multitude d'industries. C'est vraiment fou. Il peut collaborer avec... en fait, son style s'adapte à tout. Du coup, il en profite à fond. Et c'est drôle parce que ça reprend vraiment le modèle de l'animation japonaise et du manga à laquelle il aurait aimé, dans laquelle il aurait aimé faire partie. Mais en gros, par exemple, un manga comme Naruto,
Au début, ils font un concours pour que tu rentres dans le magazine pour que ton manga soit publié. Donc Naruto, tac, il se retrouve publié. Si les gens aiment bien, ils t'éditent un tome du manga. Si le manga marche, ils te font une série animée. Et si la série animée marche, ils font les produits dérivés, les jeux, les cartes. Ils peuvent contacter Netflix, ils font l'animé, ils vendent les droits de l'animé à Netflix, ils les vendent à Disney+, à toutes les plateformes. En gros, à partir de leur œuvre, ils rentabilisent à fond. Et Takashi Murakami, il a vraiment repris ce truc-là dans son art. Il a dit, moi, ma marque de fabrique, c'est mes dessins, mon style reconnaissable peut s'adapter à tout. Et ça lui a permis de collaborer avec les mondes de la mode, la musique et d'autres domaines de la culture populaire. Et ces collaborations ont souvent été... elles sont à la fois audacieuses et innovantes. C'est ça qui est fou. À chaque fois, il n'hésite pas à repousser les limites de l'art contemporain et de la culture pop. Vu que lui, c'est un peu un... Bon, certes, c'est un autodidacte, mais il a appris en école aussi. Mais le côté manga qu'il avait lui permettait de prendre du détachement des codes instaurés par l'art contemporain. Et ça, c'était fou. Et du coup, avec le temps, Murakami, il est vraiment devenu une figure emblématique dans le monde de la mode, collaborant avec des marques de renom telles que Louis Vuitton. Je me rappelle, pour Louis Vuitton, il avait designé un sac, il avait fait la publicité qui va avec le sac en animation, dans laquelle ses dessins étaient animés avec une petite fille qui courait et tout. Ça s'inspirait un peu du sentiment que l'on ressent quand on regarde un Miyazaki. C'était vraiment ça. Il avait vraiment réimaginé le monogramme classique de la maison de couture avec ses motifs colorés, ludiques, en apportant une nouvelle dimension à l'esthétique de la marque. Et ça, c'était fou. Franchement, moi, quand j'avais vu cette collab, ok, je suis pas la cible, j'allais pas acheter un sac Murakami Louis Vuitton, même si d'autres l'ont fait, Pharrell le portait très bien. Mais et j'avais surtout pas les moyens. Mais moi, vraiment, la collab qui m'avait vraiment marqué de Murakami dans les années 2000, du moins, c'était sa collaboration avec Kanye West. Elle est vraiment célèbre. Il avait réalisé la cover de l'album Graduation en 2007. Et c'était vraiment... Waouh, c'était trop. Déjà que l'album était incroyable, la cover était incroyable. C'était simple, audacieux, c'était une suite, c'était une continuité parfaite des deux premières covers de Kanye qui avaient avant une marionnette, un costume d'université de nounours. Et là, le nounours qui était dessiné par Murakami, c'était parfait. Et la cover est devenue emblématique dans l'industrie musicale avec le temps, c'est fou. Mais Murakami ne s'est pas limité à la mode ou à la musique en fait. Il a également collaboré avec d'autres industries comme le cinéma, le jeu vidéo, la publicité. Et on retrouve pas mal de ses œuvres dans des films, dans des jeux vidéo, dans des campagnes de pub, contribuant toujours à les rendre accessibles à un public plus large et diversifié. En fait, il adapte son art à tout type de produit, tout en présentant son univers un peu loufoque. Et c'est comme ça qu'il réussit à faire grossir son nom et sa marque. Je pense que ces collaborations, elles ont vraiment permis à Murakami de repousser les frontières imposées par l'art contemporain. Il y a quelques artistes qui le faisaient quand même. Je sais qu'il y a eu Jeff Koons qui a toujours été dans ça, dans collaborer avec tout et n'importe quoi, toujours plus avec le côté fantasque. Et après, post-mortem, il y a eu Keith Haring, parce que Keith Haring et Basquiat, eux, c'est après leur mort qu'il y a eu énormément de produits dérivés de leur œuvre. Je pense qu'avant, il y avait peut-être Warhol qui le faisait. Mais en gros, il a vraiment repris ce truc-là de foutre son art partout, le rendre mainstream et faire de l'argent avec. Quelle que soit l'industrie ou le domaine dans lequel il choisit de s'aventurer, Takashi Murakami continue toujours d'établir des ponts entre le monde de l'art contemporain et de la culture pop. En fait, il y a un genre de vulgarisation de l'art contemporain qui paraît parfois pour certains un peu hautain et inaccessible. Lui, il rend ça cool et sympa. Il crée vraiment un héritage durable dans le paysage culturel, je pense. Et un autre fait marquant de l'œuvre de Takashi Murakami,
c'est son exposition à Versailles. Donc son exposition à Versailles, c'était en 2010. Bah, déjà dès l'annonce, elle a été à la fois acclamée et controversée. Car son art manga avec des personnages en manga qui éjaculent et c'est n'importe quoi. Ça mêlait l'art contemporain, l'opulence baroque du château français. C'était trop pour le cerveau des Français. Ils ont dit non, ils aiment pas qu'on touche à leur patrimoine. On va pas mettre des mangas à Versailles, c'était pas possible. Mais ça a vraiment été l'une des expos les plus controversées, non pas qu'en France, mais dans sa carrière aussi. Et c'était vraiment audacieux. Ça a suscité des débats passionnés, ça a été le sujet de nombreuses controverses dans le monde de l'art, parce que certains médias disaient que c'est légitime, ça reste un artiste, c'est du génie, et d'autres disaient ben non, c'est pas du génie, c'est du manga, c'est des produits dérivés, Ouais, c'était un débat vraiment intéressant. Et certaines critiques à l'époque ont même accusé Murakami de dénaturer l'héritage historique et culturel de Versailles en y exposant ses œuvres d'art contemporains aux côtés de trésors architecturaux. Vraiment, il y a vraiment un mépris. En fait, il y avait clairement un mépris de l'art de Murakami. Pour eux, c'était du dessin, c'était du manga, c'était pas de l'art. Parce que eux avaient décidé ce qu'était l'art. Donc c'est assez fou. Et les critiques les plus virulentes étaient souvent faites par des défenseur d'art classique en fait, qui considéraient l'art contemporain de Murakami comme incompatible avec l'esthétique traditionnelle du château, de ses jardins, de tout ce que ça implique, du patrimoine culturel. Mais malgré les controverses, l'expo a été saluée comme une tentative audacieuse de rapprocher l'art contemporain du grand public et de briser les barrières entre les genres artistiques. Donc on en revient à ce dont je parlais, c'était vraiment la vulgarisation, quoi. Et certains ont souligné que la juxtaposition de l'art contemporain et de l'architecture classique de Versailles avait un potentiel de susciter des dialogues stimulants à l'évolution de l'art à travers le temps et les âges. Et de plus en plus, l'expo, je me rappelle, elle avait attiré un public nouveau. C'était cool. Moi, je sais que j'y étais allé avec mes potes, mais tu vois, mes potes d'Épinay, la Cité ou Ayo, tout ça, mes potes, tu vois, des grands Renois qui débarquent à Versailles pour voir Murakami, parce que nous, on était touchés par ce genre d'art. Et le lieu, c'est pas qu'on s'en foutait, mais c'est à Versailles, c'est encore mieux, ça nous fait une balade. Et vraiment, il y avait... je pense qu'il a ouvert des portes avec cette expo. Et c'était... ça a même contribué, je pense que ça a même contribué à élargir l'audience de Versailles et à renforcer son statut en tant que lieu de culture, capable d'accueillir une variété d'expressions artistiques, quoi. On se dit, il n'y a pas que des trucs de vieux, des fois il y a des trucs cool à Versailles, donc ça donne envie. Mais en fin de compte, l'expo Murakami à Versailles, c'était un de ses moments forts dans sa carrière et même dans l'histoire de l'art. Ça a remis en question les frontières de l'art en ouvrant de nouvelles perspectives sur la manière dont différentes formes d'expression artistique peuvent coexister, interagir. Ou qu'est-ce qui est de l'art ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur cette expo qui a eu lieu, une chose est claire, le gars a réussi, il a touché la cible. Cette expo, maintenant, elle est rentrée dans l'histoire, tout le monde s'en rappelle, voilà. Et ça a renforcé son nom et sa marque. Mais derrière les paillettes, le glamour, se cachaient également des défis financiers parce que Murakami gère très mal son argent, mais très très mal. Il gagne de très grosses sommes et il claque, je sais même pas dans quoi il claque, mais il est tout le temps dans le rouge. Et notamment après la crise financière de 2008, il avait eu de gros soucis financiers, il s'était mis en faillite. Mais il a su rebondir, de par ses créations à lui, mais aussi celles des artistes de son collectif, Kakai Kiki. Et je me rends compte que je vous en ai pas parlé, donc je pense que je vais vous parler du collectif de Takashi Murakami, Kakai Kiki.
Alors, pour la petite histoire, c'est son collectif artistique. Il a vraiment joué un rôle crucial dans l'ascension de Murakami sur la scène mondiale. En gros, il a fondé un petit collectif en 2001 qui s'appelle Kakai Kiki. Et à la base, il voulait créer une sorte de plateforme pour promouvoir le travail des artistes qu'il appréciait, mais aussi le sien aussi. Donc il disait en gros, si tu es artiste émergent, tu me l'envoies, tu m'envoies ton travail, si ça me plaît, si ça rentre dans ce que j'aime, et bah je te pousse quoi. Et le nom Kakai Kiki provient du japonais kai, donc qui signifie étrange ou bizarre, et ki, qui signifie amour ou souci d'ailleurs, reflétant ainsi l'essence même de l'approche du collectif qu'il avait en tête. Et à travers Kakai Kiki, Murakami il a vraiment développé un réseau international d'artistes, de curateurs et de collectionneurs en favorisant un peu l'échange culturel, la collaboration créative. En gros, c'était un peu devenu une plateforme où lui il manage des artistes et il les book dans des galeries dans le monde entier en fait. Et à chaque fois, c'est rattaché à la marque qu'il est devenu lui-même, Murakami. C'est tel artiste du collectif de Murakami va faire son expo là. Et il y a eu quelques expos à la Galerie Perrotin, j'ai été en voir quelques-unes, c'était pas mal. Mais je vais pas mentir, ça me parle moins. Après, peut-être que c'est parce que j'ai plus d'affect pour l'œuvre de Murakami, mais ça leur enlève rien à leur talent. Ils sont très talentueux. Murakami, ça reste un bon businessman et il a sa vision de l'art. Et les mecs qui rentrent dans ce collectif, il sait les choisir. Ils sont très bons. Ou même les femmes, parce qu'il y en a qui font des travaux. Waouh, c'est incroyable. Je vous invite d'ailleurs à jeter un œil Vous tapez Kai Kiki sur Google. Et vous trouverez leur site, il est très bien géré, il y a l'actualité de tous les artistes, c'est assez bien documenté si ça vous intéresse. Et ouais, Kakai Kiki a également été le moteur de nombreux projets artistiques et commerciaux de Murakami. Donc ça pouvait être des expos internationales, des collaborations avec des marques de mode, de luxe. En gros, sa formule, il l'appliquait à ses artistes. Et le collectif a contribué de par leurs travaux, à élargir l'influence de Murakami au-delà du monde de l'art contemporain. En fait, c'est devenu une icône culturelle et un genre de business, quoi. Mais en outre, Kakai Kiki a joué un rôle vraiment central dans la gestion des affaires commerciales de Murakami. Et maintenant, désormais, suite à ses gros soucis, il a mis des experts financiers à l'intérieur qui lui permettent de gérer efficacement et sa marque et ses activités commerciales. Un peu comme Pokémon. Pokémon, c'est géré par 3 sociétés. Il y a Nintendo, il y a Game Freak, et il y a Pokémon Company. Et c'est vraiment... Il y en a une qui gère les produits dérivés, une qui gère les jeux et les séries, tout ça, une qui gère... Enfin, il s'est organisé vraiment comme ça avec ce modèle de sa société qui gère son image, son business et celui de ses artistes. Donc c'était aussi une belle manière de renforcer son impact dans le monde de l'art contemporain. C'est fou. Bref, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire sur Takashi Murakami. En conclusion, Murakami a vraiment réussi à transformer son nom en une véritable marque, en devenant synonyme d'innovation, de créativité, de succès commerciaux. Car il y a souvent des succès derrière ces collaborations. Que ce soit avec Perrier, avec Louis Vuitton, pour faire un clip pour Kanye West, notamment, oui, regardez le clip Good Morning de Kanye West, fait par Murakami et son collectif Kakai Kiki, c'est génial. Mais derrière le vernis médiatique, Murakami reste un artiste passionné, un artiste un peu loufoque, fantasque, cherchant toujours à repousser les limites de l'art contemporain. Des fois, il tente d'être irrévérencieux pour être irrévérencieux. Je pense que... Ou des fois, il est totalement dans l'opulence. Notamment, je pense à son expo à Dubaï, avec une immense statue de lui. C'était n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote.
Je sais pas si vous le saviez, mais Murakami a commencé sa carrière en concevant des accessoires pour des stars du hip-hop japonais. C'est un peu drôle. Bref, c'était ma dernière anecdote. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas à mettre un commentaire si c'est sur YouTube. À partager ce podcast, c'est très important de partager le podcast. On est ensemble, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Moi, je réponds à tout. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Je prendrai en compte toutes vos remarques. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon le moment où vous écouterez ce podcast. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Peace.